Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Adagio et Smile Wanted avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, header bidding, trop de bidders ? Le header bidding est un processus de gestion publicitaire qui permet aux éditeurs d'offrir aux enchères des impressions publicitaires digitales à un grand nombre d'acheteurs potentiels. Si le header bidding a permis une concurrence que certains considèrent comme plus équitable, une augmentation des revenus publicitaires et une certaine autonomie vis-à-vis des GAFA, son utilisation comporte cependant certains biais, certains risques, diront d'autres, pouvant aller jusqu'à l'altération de l'expérience utilisateur et la relation de confiance due à un manque de transparence vis-à-vis des annonceurs. Afin de mieux comprendre en quoi le header bidding peut être un frein pour les différents acteurs qui composent ce marché, nous demanderons à nos invités où en est le marché du header bidding aujourd'hui, comment les acteurs du marché se sont adaptés à l'émergence de nombreux sell-side plateformes qu'a permis l'émergence du header bidding, quels sont les nouveaux défis pour chaque type d'acteur afin d'assurer la performance avec autant de plateformes côté vente. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir Antoine Gay de Adagio, Julie Bishop de Reworld Media, Michael Ferreira de Azerion. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler du sujet qui, pendant très longtemps, a été le sujet favori des téléspectateurs et auditeurs de The Programmatic Society, à savoir le header bidding. Et on va parler d'un sujet très important aujourd'hui, puisque le header bidding, qui est apparu dans les années 2016-2017, aujourd'hui est devenu une sorte de produit standard ou d'outil standard pour les éditeurs pour valoriser au mieux leurs inventaires. Et il y a une sorte d'appel d'air technologique qui a fait que, grâce à ce concept de header bidding, il y a eu de plus en plus de plateformes côté vente qui, pour les puristes, s'appellent des sell-side platforms, SSP. On va se demander s'il n'y a pas trop de SSP, trop de bidders qui opèrent au sein du header bidding et donc que le header bidding pourrait être en danger à cause de ce fait. Pour cela, j'ai invité trois spécialistes autour de la table. Bonjour à toi, Julie. Bonjour. Bonjour à toi, Michael. Bonjour. Et ça me fait plaisir de te voir parce que nous avons travaillé ensemble il y a quelques années au sein d'advertising.com et j'en ai gardé un très bon souvenir et ça me fait plaisir de te revoir. Et bonjour à toi, Antoine. C'est la première fois que l'on se rencontre en vrai. J'avais entendu parler d'Adagio et justement Adagio étant très présent sur le marché du header bidding, c'était intéressant d'en savoir un petit peu plus sur justement cette réalité du nombre de bidders peut-être trop important autour du header bidding. Et je rajoute, merci pour le soutien pour The Programmatic Society. Sans plus attendre la première question, est-ce que tu peux nous rappeler, et je commencerai par toi Antoine, et désolé Julie, mais j'ai préféré te avoir pour, entre guillemets, clôturer l'ensemble de nos questions pour avoir cette vision éditeur. Est-ce que tu peux nous expliquer, Antoine, quel est le principe du header bidding et où en est le marché aujourd'hui ? Ok. Alors, le header bidding, c'est l'application d'un principe de base en informatique qui consiste à paralléliser un processus pour l'optimiser, en l'occurrence le processus de vente d'inventaire publicitaire. On communique beaucoup sur l'intérêt pour les éditeurs. Le bénéfice, c'est de pouvoir mettre en compétition l'ensemble de ses partenaires programmatiques, et plus que ce qu'il y avait par le passé, pour avoir des meilleurs CPM et des meilleurs taux de remplissage. C'est d'ailleurs ce bénéfice, cette promesse qui a fait que ça a été fortement et rapidement adopté par un grand nombre d'éditeurs. D'ailleurs, là où quelques années auparavant, les éditeurs utilisaient à peu près 5 SSP dans leur stack, aujourd'hui, ils en utilisent en France en moyenne 23. Ce qui est énorme. Alors, 5, je le rappelle juste pour la partie historique, je vais essayer de faire le Alain Decaux du programmatique et du header bidding. 5 parce qu'on était dans un système qu'on appelait le client service et qu'ensuite est arrivé ce qu'on appelle le server to server. Non, c'était client to server, pardon. Et maintenant, avec ce qu'on appelle le server to server, on peut mettre plus
de SSP, en théorie. Après, c'est toi le spécialiste et tu peux me corriger. Donc en fait, c'est ça. C'est qu'au départ, on les appelait surtout en cascade, les uns après les autres, en série. Et qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir les appeler en parallèle fait qu'on peut en appeler plus en même temps. D'accord. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et ça on oublie souvent de le rappeler, c'est que ça a été inventé par les SSP et pour les SSP. Parce que leur bénéfice principal, c'est d'accéder à 100% de l'inventaire. Là où avant, ils n'accédaient qu'à l'inventaire qui n'était pas vendu par l'ad-server ou qui n'était pas vendu par les autres SSP qui étaient au-dessus dans l'infameux waterfall, l'infameuse cascade. Maintenant, ils ont accès à 100% de l'inventaire. C'est ce qui a permis l'émergence de nombreux acteurs et ce qui, pour moi, a profondément changé l'écosystème au cours de ces dernières années. D'ailleurs, on le voit, la technologie principale pré-bid, il y a 5 ans, il y avait 40 bidders qui étaient compatibles. Alors, est-ce qu'on peut dire bidder égale SSP ? On peut faire ce raccourci-là. Voilà, juste pour que nos éditeurs nous suivent un peu. Parce qu'on a aussi des DSP qui maintenant sont capables de bidder directement en Donc je rappelle DSP, Demand Side Platform, qui eux aussi peuvent être dans une démarche de... The Trade Desk par exemple, est capable de bidder en header bidding. Très bien. Merci Antoine pour ce rappel sur le principe du header bidding et la réalité du marché aujourd'hui. Alors Michael, ta vision en tant que patron d'Azerion de ce que c'est le header bidding aujourd'hui, où en est le marché, quelle est ton observation ? C'est très proche de ce que dit Antoine. On est sur une évolution naturelle. Quand on travaillait ensemble il y a quelques années, dans les années 2000, on était un network, donc on accédait à l'inventaire des éditeurs. Les éditeurs, pour faire du yield, en fait, optimiser le revenu, mettaient en cascade différents partenaires. Et le second partenaire était toujours moins bien servi que le premier. Donc, est arrivée la logique de SSP. Historiquement, un seul SSP, tu travailles aussi pour une prof digitale. Exact. Le premier SSP à être déroulé en France, en fait, permettait à l'éditeur de mettre en compétition tous ces réseaux, de rentrer en fait, dans une logique d'enchère en temps réel, de comment je maximise le revenu de chaque impression. Mais, et donc historiquement, on avait un seul SSP pour un éditeur, un business model qui faisait que pour le SSP c'était rentable. Mais l'éditeur avait toujours besoin de maximiser ses revenus. Donc, il est rentré dans une logique de mise en compétition des SSP, toujours avec des logiques de cascade, etc. Et c'est là qu'est arrivé, en fait, le header bidding. Effectivement, client-side d'abord. Comment je mets mes 5, ou on peut mettre plus potentiellement, mais ça a des impacts ensuite sur l'expérience utilisateur, sur les temps de réponse, sur le chargement des pages, etc. Donc, les éditeurs ont commencé à dire, on va rationaliser, on va garder, en fait, que les meilleurs en client-side. Mais comme on est toujours dans cette recherche de maximisation des revenus et d'optimisation, on va venir en brancher d'autres avec cette approche de serveur to serveur. Donc finalement, le header bidding, c'est un moyen beaucoup plus simple pour l'éditeur d'avoir accès à toutes les sources de revenus. Et effectivement, qu'importe que ce soit un DSP, un SSP, un bidder, un network, aujourd'hui, en fait, tout le monde, toutes les sources de demande ont adopté en fait, les adapteurs ou les connexions pré-bid pour pouvoir avoir accès à l'inventaire. Mais ça veut dire en fait qu'on déplace, si on veut, la compétence technologique ou le yield vraiment côté éditeur, alors qu'historiquement c'était plutôt côté SSP. Donc la charge de travail et l'intelligence est en train de bouger en fait côté éditeur. Mais ça soulève d'autres problématiques. Donc il y a pas mal d'outils qui sont nés pour aider les éditeurs, des outils de dashboarding. Voilà, donc on a des sociétés en France comme PubStack, comme Atomic, qui aidaient justement les éditeurs à mieux comprendre ce qui se passe. Parce que quand on a tous les tuyaux connectés, il faut commencer à rentrer dans une logique de yield. Et ensuite, d'autres sociétés viennent avec des algorithmes pour pouvoir justement raffiner un peu les flux et permettre de maximiser les revenus. Voilà. Merci Michael. Alors Michael, Julie, puisque tu es la voix des éditeurs aujourd'hui, Michael vient de nous dire qu'il y a une sorte de transfert de compétences des SSP vers les éditeurs. Est-ce que tu confirmes ? Et le principe de header bidding, vu qu'on l'a déjà expliqué, toi qui travailles donc chez Reward Media, un éditeur, où est-ce que ça en est, j'allais dire, en termes d'usage, de pratique, et ce fameux transfert de compétences, comme diraient les industriels quand ils parlent du Airbus ou d'usine nucléaire, ces transferts de compétences en termes technologiques, comment toi tu le vis ? Alors déjà, c'est vrai que pour juste reprendre un peu ce que Antoine disait, c'est vrai que là, notre métier a beaucoup changé ces dernières années. Tu parlais de taux de remplissage, de CPM. C'est vrai qu'à la base, quand on était sur un système de cascade, on avait justement cet ICPM, donc ce ratio taux de remplissage fois CPM pour pouvoir en fait juger de la capacité de remplissage et de sa capacité en fait de revenu d'une source de demande. Et là, on est passé
passer justement, on n'a plus cette problématique. Toutes les SSP sont connectées sur un même inventaire. Donc déjà, il y a ce travail, on va dire, en moins, mais du coup, c'est un écosystème qui s'est extrêmement complexifié. On travaille avec beaucoup de SSP chez Reworld Media. Tu peux nous dire combien chez toi ? 23, disais en moyenne. Oui, on doit être de ces ordres-là. Après, on en branche régulièrement et on les challenge. Et c'est vrai que c'est pas forcément les plus gros, les plus connus qui tirent leur épingle du jeu. On peut avoir des SSP qui justement ont un positionnement différent. Je pense à Adagio, je pense aussi à d'autres SSP qui peuvent avoir une force commerciale qui fait que du coup, par exemple sur ces derniers mois, sur les 5-10 premiers, c'est pas forcément les plus connus qui sont les premiers, parce que justement en fait c'est des SSP qui apportent une valeur ajoutée et qui vont tirer les CPM vers le haut et qui en fait justement peuvent être intégrés, parce que c'est aussi ça l'idée du header bidding, c'est maximiser le nombre de partenaires et donc la compétition. Donc en fait certaines SSP qu'on n'aurait pas pu intégrer avant, et maintenant en fait on peut les intégrer sans problème. Donc le header bidding a généré une sorte d'effet d'aubaine pour un certain nombre de nouvelles technologies spécialisées dans la plateforme, côté éditeur, on va dire, donc côté SSP. Et du coup, en termes de travail et en termes de suivi, justement, par exemple, statistique, tu parlais de PubStack, d'Atomic, de Manage, c'est autant de solutions que nous, on utilise et qui nous permettent, en fait, de très rapidement, surtout que Reworld Media a quand même beaucoup de titres, de pouvoir débugger, optimiser et avoir de la data en temps réel. Et juste un dernier point, c'est vrai qu'aussi ça nécessite d'avoir une équipe technique assez structurée qui connaît très bien du coup la solution open source Prebid pour pouvoir déjà suivre les mises à jour et pouvoir faire les intégrations. Alors merci Julie. Antoine, Julie vient justement de nous parler d'une sorte d'adaptation aussi des acteurs, de par une meilleure connaissance des outils, de par aussi un renforcement d'équipes spécialisées, on va dire, autour de ce header bidding et du programmatique au sens large. Quelles sont les autres observations que tu as pu faire de la part des acteurs du marché pour qu'ils puissent s'adapter à l'émergence de nombreux SSP grâce au header bidding d'une certaine manière? Quelles sont les adaptations que tu peux observer? On l'a vu justement avec Reworld, la première catégorie d'éditeurs, c'est ceux qui ont massivement investi ou en tout cas qui ont consolidé leurs équipes pour pouvoir absorber cette charge de travail supplémentaire que représentait l'intégration de tous ces bidders et le test et le suivi de ces bidders-là, sans même parler de la partie contractuelle et facturation, parce que tout ça c'est quand même pas mal de travail. Il y a ceux qui justement n'ont pas forcément la taille critique et qui vont plutôt travailler avec des sociétés comme Upvisor en France, qui vont les aider à gérer leur stack d'header bidding. Et enfin, il y a ceux qui vont plutôt se diriger vers des plateformes de monétisation comme RevOptimize, comme Headerlift, comme The Monetizer qu'on a aussi en France. Plus tu parles et plus j'ai l'impression que tu sais cette fameuse map qu'on avait fait avec Improve Digital d'ailleurs en 2009 où on avait ce nombre d'acteurs. J'ai l'impression que le côté SSP où il y en avait 3-4, c'est devenu un truc énorme, quoi. Donc, Exactement. Donc il y a beaucoup d'acteurs, différentes façons pour les éditeurs d'absorber cette charge supplémentaire. Pour les DSP aussi, ça a été un gros changement, puisque là où avant, ils recevaient que quelques fois, une fois ou deux fois en moyenne chaque enchère, là ils vont la recevoir une fois par chaque SSP auquel ils sont connectés. Et ça, c'est quand c'est des connexions directes. Donc déjà, il y a une charge de travail côté DSP qui commence à être plus forte. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont limité de plus en plus les connexions avec les SSP. Et c'est aussi pour ça que maintenant, ils implémentent des logiques de supply path optimisation, donc d'optimisation du chemin d'achat, pour faire en sorte que... pour essayer de maximiser leur rentabilité. Le problème, c'est que leur rentabilité, c'est pas forcément dans l'intérêt de l'annonceur. Donc là, il faut faire attention. Là, tu parles de la rentabilité des trading desks, des DSP, de l'outil lui-même, de la plateforme elle-même. Ouais. Le fait de recevoir beaucoup plus de charges pour, en fait, je vais recevoir 5 fois une enchère, mais il n'y a qu'une seule enchère à gagner. C'est la même. Exact. Voilà. Et enfin, il y a les SSP. Donc là, il y a 2 adaptations. Il y a les historiques, les très gros, les Magnite, les Pubmatic, les Xander. Xander l'a pas fait, mais il y en a beaucoup qui ont profité de l'aubaine, qui avait plus de difficultés à se connecter à un DSP pour monter leur propre ad exchange. Improve le fait aussi, c'est d'ailleurs comme ça qu'on travaille avec Improve Digital. Et donc, on valorisait leurs anciennes connexions, qu'ils étaient les seuls à avoir, parce que c'était les premiers arrivés. Bien sûr. Et maintenant, ont un rôle d'ad exchange. Et pareil, faire attention pour eux, il y a des problématiques de rentabilité, parce qu'ils vont recevoir trop de fois la même enchère, et donc derrière, ils peuvent être aussi pénalisés par les DSP. La dernière type de SSP, c'est ceux qui sont des régies, et eux, du coup, qui ont des formats, qui sont dans des verticales, leur problématique, c'est surtout la capacité à
supporter toute cette nouvelle concurrence. Là, avant, ils apportaient de la demande unique, ça c'est toujours leur valeur principale. Le problème, c'est que pour compenser ça, ils vont se connecter à d'autres sources de demande pour essayer de remplir les tuyaux, notamment à d'autres SSP, comme nous on a pu le faire au départ. Et c'est ce qui justement intensifie les problématiques de charge et de rentabilité côté SSP et côté DSP. Merci Antoine. Michael, comment les acteurs du marché se sont adaptés à l'émergence de ces nombreux SSP? Toi, de ton observation, on vient de voir celle d'Adagio. Quelle est la tienne? Il y a une sorte d'hybridation des modèles. Autrefois, en fait, les SSP et les DSP étaient des pures boîtes techno, c'est de la plomberie. On branchait des tuyaux et en fait, c'était les acheteurs et les vendeurs qui géraient les flux. Et les modèles sont en train de changer. Donc, vous avez la plupart des SSP qui, justement, dans cette logique de SPO, comment je fais pour amener une demande unique, pour favoriser, on va dire, mon propre tunnel de conversion. Bien sûr. Les SSP ont commencé à racheter des DSP. Aujourd'hui, la plupart des gros sont des deux côtés, achat, revente, ce qui permet finalement... Le pionnier, c'était AppNexus qui était lui un DSP qui devenait un SSP. Google, même chose. Smart a fait la même chose. Improve a fait la même chose. Donc, Rubicon a fait la même chose. Donc, Magnite a fait la même chose. Tous, finalement, ont cette logique de comment je fais pour avoir un chemin direct entre le DSP et le SSP. Et ensuite, comment je fais pour amener une demande unique. Donc, la plupart des acteurs SSP ont créé ce qu'on appelle en fait des plateformes de curation. Donc, pour pouvoir gérer en fait des deal ID, puisque le deal ID, finalement, va aussi créer une demande unique. Chez Improve, on va avoir la même logique, chez Azerion, avec le rachat de boîtes qui ont des formats spécifiques. C'est le cas avec, dernièrement, des rachats de boîtes type Subim, ou Winskin, qui sont sur des formats rich media, qui ne sont pas forcément une commodité sur l'ensemble des SSP. Donc, l'idée, c'est vraiment comment on arrive à créer une demande unique, ce qui simplifiera à terme la gestion également des flux. Et c'est un peu la logique. Donc, une hybridation des modèles, où avant, je dis toujours que c'est cyclique, où une boîte techno, finalement, va redevenir une sorte de network. Effectivement, qu'il y avait de plus en plus d'acteurs. Aujourd'hui, tous ces acteurs ont des doubles casquettes. Ils ont des forces commerciales. Un retour aux sources. Exactement. On a l'habitude, on sait comment ça va se passer, mais voilà, c'est très cyclique. Merci beaucoup, Michael, de nous avoir fait comprendre cette évolution, effectivement, des acteurs du marché et l'adaptation de l'ensemble des protagonistes. De ton point de vue, Julie, comment toi, tu t'es adapté justement à l'émergence de ces nombreux SSP? Tu nous l'as déjà un peu expliqué tout à l'heure, mais toi, ton observation en tant que j'allais dire éditeur, on va dire, pour le compte de Reworld Media, mais protagoniste au sein de Reworld et dans ton quotidien, comment cette émergence a fait que tu t'es peut-être toi-même adapté différemment? Déjà la relation change avec les SSP, donc il y a plus de SSP, donc c'est vrai qu'en termes de, tu parlais de charge opérationnelle, c'est vrai que du coup il faut quand même les challenger, suivre du coup les revenus qu'ils génèrent, s'assurer que, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de SSP dont les demandes proviennent de deals, donc c'est important aussi de leur rappeler que qu'on existe, qu'on est là et qu'on a des formats qui sont assez performants. Donc déjà il y a tout cet humain, même si c'est quand même beaucoup de branchements, c'est très technique. Il y a quand même toute une partie de relations humaines. Et après, il y a toute cette partie opérationnelle, technique, où du coup, on a besoin d'avoir une équipe technique solide qui est spécialisée justement sur cette partie et qui va penser à des choses assez malines. Typiquement, par exemple, nous, chez Reworld Media, on a développé un outil qui nous permet, en fait, qui gère l'intégration pour tous les SSP. Donc, ça veut dire que moi, j'ai la main à tout moment pour ajouter des ID si les SSP est intégré chez nous. Donc, en fait, en 10 minutes, je peux intégrer des nouveaux ID d'une SSP. Et avant, ça te prenait combien de temps? Et avant, du coup, ça passait par l'équipe technique. Et donc là, maintenant, je peux le faire en direct. Donc ça, typiquement, c'est des petits quick wins qui font que du coup, on gagne du temps. Et sur, par exemple, des périodes aussi chargées que T4, on peut intégrer des nouveaux... Le quatrième trimestre. Pardon. Sur le quatrième trimestre, là où qui est un mois très important. Qui est un mois très important, c'est là où il y a le plus d'investissement. Ça peut du coup, sur un mois de décembre, changer la compétition. Merci beaucoup, Julie. Alors justement, tous ces changements, c'est quand même des sacrés défis. Le changement, d'un point de vue humain, c'est jamais simple. D'un point de vue, j'allais dire, technologique, pour nous qui avons l'habitude de voir ces technologies évoluer tous les 6 mois, c'est simple, mais pas forcément, même pour des gens qui sont en agence ou même pour des annonceurs à qui il faut leur expliquer que ce qu'on leur avait dit avant,
il va peut-être faire différemment, ou ce qu'on avait dit avant et qu'on disait que c'était pas bien, en fait, finalement, c'est pas si mal, etc. On l'a vu avec ce que t'expliquais, Michael, avec ce fameux retour aux sources, où on a une intégration à la fois de la dimension purement technologique, mais également très business. Et donc, tout ça me fait dire que tous ces changements, c'est donc des nouveaux défis. Et comment ces défis, quels sont ces nouveaux défis pour chaque type d'acteur ? On a parlé des SSP, des DSP, on vient de parler à l'instant des éditeurs. De ton point de vue, Antoine, comment ça évolue ? D'un point de vue défi, on l'a entendu encore avec Reworld, hein. Je pense que pour les éditeurs, c'est surtout un défi opérationnel. Ouais. D'où le recrutement de nouvelles équipes. Un nouveau type de profil dans Exactement. les équipes. Beaucoup de profils techniques, toujours les profils business, beaucoup de profils techniques en plus. Des profils sur le légal aussi, on l'a dit, sur la facturation, etc. Ça, c'est un point pas négligeable. Non, c'est pas négligeable. Et d'ailleurs, sur cette partie-là, on l'a vu, c'est que tout le monde dit parfois il y a beaucoup trop de bidders. On commence à l'entendre dans la bouche de certains éditeurs qui nous disent « Ah non, j'ai déjà trop de bidders, que ce soit client-side ou server-side, c'est plus possible ». D'un autre côté, ce qui était assez amusant, c'est qu'à chaque fois que j'ai posé la question à un éditeur de lui dire si je pouvais te rajouter 100 bidders en quelques clics et que ça te faisait 30% de revenus en plus mais que tu n'avais rien d'autre à faire, est-ce que tu le ferais ? Bien sûr, je signe immédiatement. Ce qui montre que le problème n'est pas le nombre de bidders en tant que tel, mais la gestion opérationnelle qui en est associée. Bien sûr. Parce que la promesse de revenus par la multiplication de ces sources de demandes uniques est toujours intéressante. Ça veut dire que c'est la promesse d'Adagio, ce que tu viens d'évoquer, le fait de dire que tu m'appelles, moi je suis éditeur, et tu me dis voilà, je te mets 100 SSP d'un coup, est-ce que tu acceptes ? C'est ce type de promesse que vous avez ? C'est le genre de promesse qu'on va proposer l'année prochaine, mais pour l'instant on n'y est pas encore. D'accord, mais je me fais juste l'avocat de ceux qui nous écoutent pour essayer d'approfondir ce point qui est quand même très alléchant. Si tu viens de me dire, si tu viens me dire que je peux faire plus 30%, je veux en savoir plus. Voilà. Alors, après, donc en 2022 pour les éditeurs. Après, c'est justement là où pour rebondir, hein, c'est sur les défis, sur les SSP. Il n'y a pas uniquement cette partie opérationnelle, il y a aussi la valeur que chaque partenaire va être capable d'apporter dans la chaîne. Comme l'a dit tout à l'heure Michael, pardon, j'ai un petit trou de mémoire, mais c'est pas grave, ça m'arrive. C'est la fin de journée, t'inquiète. C'est ça. C'est pas parce qu'on a plus de partenaires dans la chaîne qu'il y a moins de valeur à l'arrivée pour l'annonceur ou moins de valeur à l'arrivée pour l'éditeur. D'accord. L'exemple typique, c'est si j'ai un SSP qui est capable de filtrer toutes les impressions qui ne sont pas vues, qui n'envoie donc que des impressions qui vont être vues à la demande. Même s'il y a plus d'intermédiaires dans la chaîne, à l'arrivée, pour l'annonceur, ce sera peut-être plus intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, surtout côté DSP, c'est logique de juste essayer de raccourcir les chemins, de limiter le nombre de partenaires, peut faire passer à côté de ce genre d'optimisation. Donc ça, c'est les défis pour les DSP, c'est de choisir non pas les bons chemins, mais les sources d'approvisionnement à la fois rentables par rapport à leurs problèmes de rentabilité, mais aussi par rapport à la performance qui est demandée par les annonceurs. Donc c'est là pour rebondir sur les annonceurs, eux aussi vont être dépendants de ça. Il ne faut pas que le nombre de chemins soit limité, sinon l'innovation va être aussi limitée, que ce soit pour les éditeurs ou pour les annonceurs. Merci Antoine pour ces précisions et ces défis qui sont en fait d'énormes opportunités, de ce que j'ai pu comprendre. Exactement. Merci à toi. Alors Michael, ces nouveaux défis pour chaque type d'acteur, on les a évoqués. On a évoqué les annonceurs, les éditeurs et également les acheteurs opérationnels que sont les trading desks par exemple. C'est quoi les nouveaux défis pour chaque type d'acteur afin d'assurer de la performance ? Parce que c'est quand même ça qui est important. Plus 30% de revenus, on disait tout à l'heure, par exemple. Alors, il y a un défi qui est une réalité aujourd'hui pour les DSP ou les SSP, sont les coûts. Donc, comme on le disait tout à l'heure, avant, je n'écoutais ou je ne recevais qu'un seul appel. Aujourd'hui, je reçois 20 fois le même appel. Ouais. Et je n'ai plus l'exclusivité sur l'inventaire comme auparavant, je n'ai accès qu'à une petite partie finalement de l'inventaire. Donc en fait mes coûts explosent et mes chances de faire du revenu sont moindres qu'auparavant. Donc il y a une vraie logique d'optimisation des coûts, que ce soit côté DSP, SSP. Donc comment ça se passe ? C'est des échanges quotidiens avec les DSP, avec les SSP, avec les partenaires, pour voir comment on dimensionne, si on veut, la taille du tuyau, combien je vais écouter de l'UPS, est-ce que je vais vraiment écouter ce placement ? Ce placement, personne ne l'achète, enfin, ça fait déjà 2 semaines que personne ne l'achète, donc je vais le couper, je vais arrêter de l'exposer au DSP, parce que finalement le DSP va arrêter d'acheter chez moi parce que c'est trop coûteux. Donc il y a cette logique. On ne voit, c'est pas, enfin le programmatique, l'approche et bidding avec les SSP et les DSP, c'est pas juste je lance un tuyau et je ne fais rien, c'est des échanges quotidiens. Et ça fait entre les technos, 10 ans qu'on le dit. Mais ça ne roule toujours pas. Il y a du travail derrière d'optimisation. Voilà, donc mes équipes discutent tous les jours avec Antoine et ses équipes
pour optimiser les flux, et on voit l'impact. S'il faut donner plus de QPS parce que c'est rentable, on le fait. Peut-être que le lendemain, en fait, il faudra réduire. Peut-être qu'il faudra... Tu peux expliquer ce que c'est que le QPS ? Oui, c'est le nombre, en fait, de queries per seconde Voilà. qu'on va justement proposer. Exactement, proposer. Voilà. Donc ça, on dimensionne, parce que ça a des coûts. Alors, même si c'est que quelques centimes, on parle à chaque fois de milliards, bien sûr, milliards par jour. Donc, à un moment donné, ça fait du volume. Donc, il y a vraiment cette logique d'économie. Et on a vu, en fait, que tous les acteurs, l'année dernière, ont accéléré sur le SPO. Pourquoi ? Parce que Covid... moins de demandes, les coûts étaient les mêmes, donc il y a eu une vraie accélération en fait de cette mécanique-là. On est d'accord que le SPO, c'est la stratégie côté acheteur pour, entre guillemets, passer entre les mailles du filet des objectifs des bidding, qui est de dire on va privilégier celui qui paye le plus. C'est optimiser les coûts, mais également les performances. Voilà. Donc, parfois, on entend dire que c'est le chemin le plus court, pas forcément, parce qu'encore une fois, un intermédiaire peut apporter de la valeur. C'est comment je fais pour raffiner l'inventaire et pour donner plus de valeur. Voilà. Merci beaucoup, Mickaël. Alors, les nouveaux défis pour toi face justement à cette multiplicité de SSP, mais surtout les défis pour améliorer la performance. Alors on a vu, c'est une performance qui peut être du côté des revenus que tu peux générer, mais aussi des performances, et non des moindres, pour les campagnes que tu diffuses et assurer la performance pour tes annonceurs. Quels sont les nouveaux défis justement autour de ces deux exigences, performance marketing et performance de revenus ? Alors c'est vrai comme tu l'as évoqué, c'est vrai qu'on parlait de la latence des pages, donc il y a toujours ça, faire attention. C'est vrai qu'on multiplie en fait les partenaires, on multiplie aussi le risque d'avoir un partenaire qui est un petit peu moins, on va dire, regardant sur certaines choses. Je pense à l'RGPD, je pense à des choses comme ça. Donc ça, quand on multiplie, on n'a pas forcément... Enfin, il faut garder l'œil, en fait, justement, constamment sur toutes les sources de demande, s'assurer que tout le monde fait les choses dans les règles, parce qu'on est quand même garant, on est un média, donc on est quand même avant tout, c'est du contenu, garant de l'expérience utilisateur. Donc ça passe aussi par la latence des pages. Donc faire les bons choix. C'est vrai qu'en plus, maintenant, du coup, avec les intégrations qui se complexifient entre justement le wrapper, la partie pré-bid, client-side, server-side. Donc ça nous offre, c'est que des opportunités qui nous permettent d'intégrer plus de SSP, mais il faut aussi rationaliser pour optimiser un petit peu comme le travail, comme ce que tu expliquais sur la partie DSP, à faire ce même travail et cette même exigence. Merci Julie. On en arrive à notre dernière question et je vous demanderai d'y répondre très succinctement avant la question subsidiaire. Donc cette dernière question, très simple en un mot. Trop de bidders, ok, mais quel avenir pour le marché publicitaire programmatique ? Je ne vais pas donner la réponse, mais moi j'ai l'impression que c'est que sky is the limit, quoi. Je pense que ça reste dans l'intérêt des éditeurs et dans celui du marché qu'il y ait de plus en plus de bidders. Exactement. Maintenant, c'est comment on fait pour simplifier les choses et que ça soit rentable et performant pour l'ensemble des acteurs de la chaîne. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'il est nécessaire maintenant de rajouter un nouveau type d'acteur entre les éditeurs et les SSP pour faire tout ce travail d'élagage, de filtrage, d'optimisation des performances, donc côté serveur, et de l'autre côté, de laisser à chacun sa valeur ajoutée. Les SSP qui sont régis de pouvoir vendre, les SSP d'acheter l'inventaire seulement intéressant et pas de recevoir 15 fois la même chose, de recevoir à chaque fois par le meilleur chemin. Merci Antoine. De ton côté, Mickaël, trop de bidders ou pas d'ailleurs, c'est quoi l'avenir pour le marché programmatique ? Il va y avoir une rationalisation. De toute manière, on a déjà vu des mouvements de consolidation. Il y en aura d'autres, puisque dans nos marchés, de toute façon, il faut une taille critique. Mais comme le dit Antoine, effectivement, il y a un besoin d'automatiser l'intelligence ou d'avoir une vraie approche de yield entre les différents bidders, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Donc c'est fait, même si les éditeurs ont des outils, c'est quand même fait manuellement, c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de place aujourd'hui avec les technologies qu'on a pour créer quelque chose de plus efficace et qui sera efficace pour tout le monde, pour toute la chaîne. Merci Mickaël. Julie, trop de bidders ou pas, c'est quoi ta vision en tant qu'éditeur, j'allais dire éditrice, en tant qu'éditeur, mais éditrice aussi. Quel avenir pour le marché publicitaire programmatique ? Honnêtement, je pense que de toute façon, comme tu disais, sky is the limit et clairement, on a tous les outils pour mettre énormément de bidders. Après, il faut rationaliser. Après, il y a de plus en plus de nouvelles entreprises qui se créent, des startups avec des solutions qui permettent à des plus petits éditeurs, par exemple, d'avoir accès à des solutions de pré-bid server-side s'ils n'ont pas les équipes techniques. Et c'est vrai que même pour on va dire
un média, le média que je représente, qui est un petit peu plus gros, c'est vrai que des fois on se pose des questions. C'est vrai qu'il y a aussi des nouvelles solutions et c'est vrai que des fois certaines compétences peuvent être externalisées. Donc voilà, mais pour répondre, pour moi, voilà, il faut rationaliser, mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de limite technique. Merci Julie, merci messieurs, mais on n'a pas tout à fait fini, puisque c'est le moment de la question 100% média. Alors, madame, monsieur, je vous rappelle les règles, puisque c'est un peu notre moment ludique de l'émission. Vous avez 1 minute chrono pour répondre à la question qui va nous être posée aujourd'hui par Carole Helou, qui est la directrice générale de 100% Média. Carole, c'est à toi. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. L'émergence du header bidding a provoqué le ralentissement des pages web et donc a impacté la performance publicitaire. Donc ma question est, quels sont les progrès faits par les acteurs du header bidding pour limiter les mauvaises expériences utilisateurs? Merci. J'allais dire que c'est une question assez classique qu'on retrouve depuis le début de l'émergence du header bidding. Alors, tu vas avoir 60 secondes, Antoine, pour répondre à la question. Tu es prêt? Top chrono. Alors déjà, juste une petite introduction, c'est que ma précédente startup, c'était sur l'optimisation de la performance web des sites. Donc c'est un sujet, moi, qui me passionne, évidemment. Il y a 2 choses là-dedans. La première chose, la réponse évidente, c'est de dire qu'il faut passer côté serveur. Si on passe les bidders côté serveur, on n'a plus qu'un seul appel pour communiquer avec plein de SSP, plein de bidders, et donc on va réduire l'impact sur le chargement des pages. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi un gros travail qui est à faire côté éditeur. On a des sites sur lesquels, avec 5 bidders, on a beaucoup de time-out, c'est-à-dire de réponses qui arrivent après le temps imparti, alors qu'il y a certains sites où avec 20, 30 bidders, il n'y a aucun souci de time-out. Donc là, on voit que c'est par facilité, on va dire que c'est la publicité qui impacte, mais il y a aussi souvent un gros travail à faire sur les sites eux-mêmes. Il y a beaucoup de sociétés, l'équipe l'a fait récemment avec des sociétés comme Fasterize, il y a beaucoup de sociétés qui le font. C'est parfait? T'as fini? Voilà. Bon, 10 secondes avant, parfait. Juste pour le plaisir, on va écouter le gong. Dans 1 seconde. Dans 1 seconde. Il paraît qu'on peut passer un petit message. En tout cas, ce que je retiens dans ta réponse, c'est que les technos ont bon dos. En réalité, il y a aussi un travail d'éditeur et c'est un travail conjoint en réalité. Exactement. Pour limiter ce fameux temps de latence. Merci à toi, Antoine. Donc, Mickaël, est-ce que tu es prêt pour répondre à cette fameuse question? Je suis prêt. Donc justement, Attends. Il triche. Top chrono. Donc, justement, le fait d'avoir une intégration header bidding ou d'avoir des outils qui permettent d'avoir ce niveau de visibilité sur les performances des bidders ou des SSP, ça permet aussi d'optimiser. Et un SSP qui ne va pas avoir des temps de réponse suffisants ou qui va ralentir le chargement des pages, je pense que sa durée de vie, elle est limitée et l'éditeur ou la solution utilisée, à un moment donné, va venir le couper ou va venir appliquer un scoring ou ce genre de choses. Donc, va venir essayer d'optimiser cette défaillance, entre guillemets. Donc, c'est pas un problème. Effectivement, le temps de chargement des pages est un problème aujourd'hui quand on va sur du mobile, parce que ça vient aussi de l'expérience. Aujourd'hui, de plus en plus de trafic vient du mobile. Mais il existe des solutions et aujourd'hui, on est capable d'identifier en fait quels sont les temps de réponse. Et ensuite, il suffit d'échanger avec le SSP pour voir ce qui cloche. Merci. Ouais, vous êtes super performant. Bon, il nous reste 5 secondes. Et là encore, tu vérifies ce que disait Antoine juste avant. Ah, on n'a pas eu le compte. Ah si. Comme quoi, c'est vraiment un travail conjoint et que, en fait, c'est suicidaire pour une technologie de considérer qu'elle a pour intérêt de limiter en tout cas, la performance des pages. Est-ce que tu es prête, Julie? Oui. Alors toi, tu dois avoir une réponse différente. Tout à fait. Même si on a quand même beaucoup parlé des éditeurs dans les réponses qui ont été données. Tu es prête? Tout à fait. Top chrono. Alors moi déjà, je dirais côté éditeur, en tout cas moi je parle pour Evoir Media, mais chez beaucoup d'éditeurs, on a des solutions de monitoring qui permettent du coup en temps réel de connaître les performances justement de timeout. Donc en fait, on peut identifier très rapidement les SSP et du coup brancher, débrancher si besoin. Après sur la latence des pages, un petit aparté, c'est que c'est vrai que côté éditeur, c'est un vrai souci. C'est quelque chose sur lequel on passe constamment des optimisations.
on vérifie, comme je disais, on a des outils pour ça. Donc c'est à la fois du coup un souci d'expérience utilisateur, mais c'est aussi, comme on expliquait, un souci de performance pub, et c'est vrai que c'est un petit peu le nerf de la guerre. Automatiquement, si la page met du temps à charger, le taux de visibilité est bas, et ça c'est dramatique, que ce soit pour les campagnes directes ou pour les SSP. Mais c'est parfait. Mais c'était parfait dans les temps. Vous avez tous fini entre 7 et 6 secondes. Bon, vous avez compris, c'est le côté ludique du jeu. L'objectif, c'est qu'on fait du B2B et de l'information sans trop se prendre au sérieux. Et en tout cas, vous avez vraiment joué le jeu, pas seulement de ce petit questionnaire à 1 minute, mais sur l'ensemble, j'allais dire, de l'émission, pour nous expliquer les enjeux autour du header bidding. La promesse au tout début, c'était d'apporter 20 à 30% de revenus en plus aux éditeurs. Il y a même maintenant la possibilité de faire 20 et 30% encore plus. Donc, on disait que sky is the limit d'un point de vue technologique, mais potentiellement aussi d'un point de vue revenu. Et donc, c'est aussi aux éditeurs de prendre leurs responsabilités en étant bien accompagnés, et surtout, je disais compagnons, on ne passe pas à avoir les bons compagnons en interne, c'est-à-dire des gens qui sont suffisamment compétents pour pouvoir parler avec vous, technologie, qui est là pour rendre service à la fois aux éditeurs et qui, eux, éditeurs, sont là pour rendre service aux annonceurs, et la boucle est bouclée. Et merci à vous d'avoir participé à The Programmatic Society. Merci Michel. Merci à tous. Ainsi s'achève ce débat autour du header bidding. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Adagio et Smile Wanted pour leur soutien. Merci à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.